Allez, je vous propose de donner à Camille l'occasion d'entendre sa douce voix pour qu'elle nous fasse l'appel. Merci, monsieur le maire. Richard Mallier. Mathieu Pietri. Corinne Lemeu. Yann Pertuizel. Christine Sicardi. Thomas Bergère. Sophie Suras. Stéphane Piracini. Maëva Gautelier. Joseph Cassaro. Roger Mossé. Dominique Bièche. Alain Auxerre. Pierre Maroc. François Degnaud. Evelyne Louis. Véronique Garnier. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Catherine Foulon. Marie-Pierre Vitiello. Florian Paris. Christelle Kégine. Patricia Coty. Jean-François Kerr. Julien Esterini. Hervé Kella. René Alberici. Valérie Giacomazzi. Philippe Canobio. Geneviève Martin. Saïd Achache. Le quorum est atteint. Merci Camille. Donc, le dernier conseil municipal de l'année n'échappe pas à la règle puisque lui aussi sera filmé. Je tiens, mes chers collègues, à féliciter vivement les organisateurs du marché de Noël ainsi que les commerçants et exposants qui ont bravé le froid pour vous permettre de sélectionner les meilleurs produits pour les fêtes. Nous avons battu le record d'affluence avec plus de 8000 personnes sur 3 jours, ce qui nous obligera à encore l'améliorer pour l'année à venir, pour les années à venir même. Toujours dans la magie de Noël, la tournée des chants du département est passée par Bouc-Bel-Air le 8 décembre dernier. Donc c'était mercredi, oui. Le 8 décembre dernier, pour venir animer la salle Charles Aznavour. Le tirage au sort des gagnants de la Tombola Book aura lieu demain pour connaître les gagnants des plus de 3500 € de lot. C'est une très très belle tombola. Félicitations également aux organisateurs du premier concert dans l'ancienne chapelle œcuménique devenue Espace Jean d'Ormesson, qui s'est déroulé vendredi dernier autour du jazz, qui nous a permis de l'essayer et de savoir qu'il y avait peut-être quelques problèmes au niveau du son, donc on essaiera de trouver des solutions. Et puis, semble-t-il, pour peut-être, moi, j'étais pas là, hein, malheureusement, j'étais pris par d'autres fonctions. Il semblerait qu'il y ait aussi, on ait ressenti un peu la fraîcheur, on va le dire comme ça. C'était pas assez chaud, surtout quand on est, ce qui veut dire en clair que le concert n'a pas enthousiasmé les foules, puisque ça n'a pas réchauffé la salle. Si, le concert. Mathieu, c'était facile à faire, je l'ai fait. Voilà. L'Église aussi a pu accueillir hier des mélomanes pour le concert de Noël des Amis de l'Orgue. La fin de l'année est également un moment de solidarité avec les traditionnels colis de fin d'année pour nos seniors, mais aussi avec le Téléthon. C'est important de remercier tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour venir gonfler les dons en faveur de la recherche contre les maladies pour guérir l'incurable. Merci également de votre présence et tenue pour la cérémonie nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie qui s'est déroulé le 5 décembre dernier. L'occasion de rendre hommage à Eugène Parlanti, un homme qui a été président des anciens combattants pendant 17 ans et qui a passé la main. Donc il était présent et nous avons pu lui rendre un hommage bien normal. Alors le conseil de ce soir traitera majoritairement d'affaires métropolitaines avec les conventions de gestion de maîtrise d'ouvrage déléguées. Et j'aurai l'occasion de vous dire au moment de la délibération, de vous parler un peu de l'évolution de la métropole, mes chers collègues. Nous évoquerons également des conventions et quelques actualisations réglementaires. Et j'invite les petits bouquins à assister nombreux et nombreux à la lecture à 2 voix pour les enfants de 3 à 7 ans, organisée par la bibliothèque municipale qui se déroulera mercredi à 15h30. N'oubliez pas non plus de déposer votre... C'est pas à vous que je m'adresse, c'est toujours aux petits bouquins. De déposer votre lettre pour le Père Noël dans la boîte magique, ici, dans l'entrée de l'hôtel de ville, afin qu'on les apporte au pôle Nord chez le Père Noël. Enfin, notez dans vos agendas la date du 13 janvier, ça s'adresse à tout le monde, du 13 janvier pour les vœux à la population, ainsi que le
1er janvier, notez-la, parce que c'est une date où il n'y aura pas de feu d'artifice. Compte tenu des conditions sanitaires, nous avons décidé de ne pas faire de feu d'artifice. Il est vrai que mettre 3000 personnes, d'abord, s'il faut regarder le pass, ça veut dire que ça va être extrêmement compliqué, surtout de nuit. On l'a vécu 2 jours avec, comment elle s'appelait, la chanteuse québécoise, là, Natacha Saint-Pierre. Là. On l'a vécu déjà avec elle, et on était 2 jours avec des gens qui contrôlaient. Une jauge réduite à 1000. Et puis c'était une jauge réduite à 1000. Là, tant qu'à faire, si on tire un feu d'artifice, on ne pourra pas réduire la jauge. On sait que c'est 3000 personnes. Donc, dans un premier temps, on a regardé si on pouvait le faire sans offrir la pompe à huile et le vin chaud. Mais on ne peut pas le faire non plus parce que ça sera très difficile à contrôler les entrées. Le port du masque, c'est le soir. En plus, c'est tout éteint. Est-ce que les gens vont porter le masque? Voilà, donc la décision a été prise de ne pas faire de feu d'artifice donc, le 1er janvier. Depuis le 1er janvier 2000, il avait lieu. 1er janvier 2001, on l'a reporté. Hein, on l'a reporté au 1er janvier 2001. On va encore le reporter 2021, pardon. On va encore le reporter au 1er janvier 2022, mais malheureusement, la pandémie étant là, on ne peut pas faire autrement. Voilà, mes chers collègues, si vous le voulez bien, maintenant, place à l'ordre du jour. Alors, évidemment, nous allons commencer par l'adoption du compte-rendu de la dernière séance, celle du 15 novembre. Donc, je rappelle qu'il est visible sur le site, en vidéo. Pas de commentaires, on le considère comme adopté. Merci. Ensuite, nous avons le rapport annuel sur les prix et qualités du service public des déchets ménagers, année 2020. Voilà, il était consultable, hein, je rappelle que c'est quand même un gros pavé, plus combien de places, mais il était consultable. Je pense que les uns et les autres, vous l'avez consulté si vous le souhaitiez. Donc, est-ce qu'il y a des déclarations d'ordre politique là-dessus? On ne fait simplement que rapporter ce qu'a fait la métropole là-dessus. Bon. Donc, je vous demande de prendre acte de ce que le rapport vous a été présenté. Est-ce qu'il y a des voix contre la prise de l'acte? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'abstention non plus. Unanimité, on prend acte de cette présentation du rapport annuel. Ensuite, nous avons la désignation d'un délégué du conseil municipal au syndicat intercommunal du Grand Valin, puisque, ça y est, les statuts ont été approuvés par le préfet, donc nous sommes passés à un délégué de plus. Donc, nous allons élire ce délégué. Je vous propose la candidature d'Evelyne Louis. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Monsieur Achache. Très bien. OK, bien écoutez, nous allons donc passer au vote. Vous allez distribuer des bulletins de vote, à moins que vous vouliez qu'on vote à main levée, mais normalement, c'est un bulletin secret. Hein. Vous distribuez des bulletins de vote à chacun, merci, et vous en donnez 2 quand il y a un pouvoir. Monsieur Achat, désignez un scrutateur, ou vous-même, ou votre comme vous voulez.
On va désigner ceux qui sont là. Avec Camille, on appelle. Richard Mallier. Mathieu Pietri. Corinne Lemeu. Yann Pertuizel. Christine Sicardi. Thomas Bergère. Sophie Suras. Stéphane Pieracini. Maëva Gautelier. Joseph Cassaro. Roger Mossé. Dominique Bièche. Alain Auxerre. Pierre Maroc. François Degnaud. Evelyne Louis. Véronique Garnier. Corinne Lemeu. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Catherine Foulon. Marie-Pierre Vitiello. Florian Paris. Pouvoir à Monsieur Pertuizel. Christelle Kégine. Patricia Coty. Jean-François Kerr. Julien Esterini. Camille Gaïdo. Merci. Hervé Kella. René Alberici. Valérie Giacomazzi. Philippe Canobio. Geneviève Martin. Saïd Achache.
n'a jamais été dirigé. Oui. 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 Donc, quand vous étiez toutes les deux, Oui. vous me rendre compte d'un truc que je n'ai pas Oui. été associé. Oui. Oui. Non, pas carrément. Oui. 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 Peut-être qu'il va essayer avec le Oui. CCF. C'est le comité Oui. départemental. Oui. Oui, ça serait intéressant. Oui. Ça manque justement comme ça. Parce que plus, c'est l'obligation de reprendre ce type de... Oui. 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 Et oui. Peut-être qu'il faut faire par mail. Alors, Voilà, donc 30 votants, 1 nul, 29 exprimés, ont obtenu Evelyne Louis 26 voix, Saïd Achache 3 voix. Donc est déclarée élue Evelyne Louis comme représentante au SIGV, représentante de la commune de Bouc-Bel-Air. Merci. Ensuite, je vais passer la parole à Mathieu Pietri qui va nous parler de la convention de partenariat pour l'organisation du festival Chansons sous les étoiles. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, c'est une convention qui est habituelle. On la passe tous les ans pour garantir l'aide apportée à l'association JIAS Fonds Solière, qui est l'association qui porte ce festival Chansons sous les étoiles, garantit donc une aide à la fois financière et matérielle. Donc, vous avez pris connaissance de cette convention qui est passée dans le cadre du soutien que l'on souhaite avoir au développement des actions culturelles sur notre territoire et dont ce temps qui est au château en début juillet est très important et a un succès depuis 3 ans maintenant. Modification par rapport aux années précédentes, c'est qu'on donne la possibilité à l'association JIAS Fonds Solière d'avoir un repli en cas de pluie à la salle Jean d'Ormesson. Le festival, les 2 soirées de la chanson sous les étoiles se déroulant au château en extérieur. Merci Mathieu. Ça a été vu en commission ? Non, il n'y a pas eu de commission. Pas eu de commission, ok. Enfin, comme c'est un renouvellement, est-ce qu'il y a des questions à poser à Mathieu ? Pas de questions, je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions non plus ? Unanimité. Merci. Ensuite, Christine Sicardi va nous parler du renouvellement de la convention de mise à dispo gratuite d'un minibus par la société France Télécom. Merci, monsieur le maire. Alors, la commune de Bouc-Bel-Air œuvre à la mise en place d'une politique sociale prenant en compte les besoins de chacun et chacune, notamment ceux des personnes âgées.
un service de transport est en place depuis plusieurs années pour permettre à ces personnes de se déplacer, pour faire des courses notamment. L'objectif de la ville est d'une part de permettre à ces personnes d'effectuer les déplacements nécessaires et d'autre part de le faire dans une ambiance conviviale, favorisée par l'utilisation d'un véhicule de cette place. Depuis 2017, le véhicule utilisé est un véhicule électrique mis à disposition gratuitement par la société Francecom. Le principe consiste pour cette société à solliciter des entreprises ou commerçants du territoire pour financer le véhicule par l'achat de publicités disposées sur celui-ci. Cette démarche permet une visibilité des entreprises bouquines, un service rendu aux personnes âgées sans générer de dépenses pour la commune, hormis l'assurance. La convention prend fin au 31 décembre 2021 et sera renouvelée pour une période de 1 an, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le renouvellement de la convention de mise à disposition gratuite d'un minibus jusqu'au 31 décembre 2022 entre la commune de Bouc-Bel-Air et la société Francecom et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention. Merci Christine. Est-ce que vous avez des questions en renouvellement, quelque chose qui existe depuis des années? Est-ce que vous avez des questions à poser à Christine Siccardi? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Allez, nous allons donner la parole à Sophie Suras qui va nous parler de la DM numéro 2 pour l'exercice 2021. Il faut se dépêcher parce que c'est bientôt fini 2021. Allez, vas-y. Merci, monsieur le maire. Donc, je précise juste que l'ensemble des 3 délibérations que je vais vous présenter a fait l'objet d'échanges et d'explications lors d'une commission finance qui s'est tenue le 8-12 et qui a émis un avis favorable. Alors, concernant la première, donc, afin d'effectuer les ajustements de crédit pour l'année 2021, il est proposé de délibérer sur la décision modificative numéro 2 pour le budget de la commune. Cette décision modificative s'équilibre parfaitement en section de fonctionnement pour un montant de 10 382 € et en section d'investissement pour un montant de 13 711 €. On vous propose donc d'approuver la décision modificative numéro 2. Merci Sophie, vous l'avez vu en commission. Est-ce qu'il y a des questions, des déclarations politiques? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix cette DM numéro 2. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc il y a 3 abstentions, donc unanimité des votants. Merci. Sophie, tu nous parles de la prochaine approbation des avenants numéro 4 aux conventions de gestion. Mais avant que tu nous parles, je vais peut-être, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous parler un peu de l'évolution de la métropole. Vous le savez, le président de la République est venu au mois de septembre, au mois d'août, fin août. Il a annoncé qu'il devait y avoir un peu un plan pour Marseille, etc., etc. On a aussi, lors de sa rencontre avec Martine Vassal, avec le maire de Marseille, avec d'autres aussi, a été évoqué le fonctionnement de cette métropole qui ne fonctionne pas. La métropole, c'est... je rappelle que son péché originel, c'est tout simplement la fusion de 6 établissements publics de coopération intercommunale, où il y avait 5 communautés d'agglomération et une communauté urbaine. Pourquoi je dis ça volontairement? Je le dis parce qu'on n'est pas dans le même niveau d'intégration. Communauté urbaine, c'est une communauté où les communes sont... L'intercommunalité est très intégrée. On a beaucoup de compétences qui sont intercommunales. Et j'en citerai qu'un, mais c'est la voirie. Que nous, par exemple, au Pays d'Aix, nous n'avions pas, puisque ce n'est pas obligatoire. Par contre, dans le cas d'une communauté urbaine, c'est obligatoire. Et la voirie, d'ailleurs, a fait beaucoup couler d'encre, et de salive surtout, dans la mesure où les gens de l'ex-Marseille-Provence Métropole voulaient que la voirie reste à la métropole. Ça faisait 20 ans qu'ils fonctionnaient comme ça. Par contre, les gens du Pays d'Aix, les maires du Pays d'Aix, tous, les 36, les maires d'Aubagne, les maires de, je sais plus, enfin, des différents territoires, ne voulaient pas que la voirie parte à la métropole. C'est pour ça qu'on a eu une première
alors qu'elle devait aller à la métropole le 1er janvier 2021. On a eu un premier amendement dans un texte, je ne sais plus lequel, je crois que c'est peu importe le texte législatif, où on a repoussé au 1er janvier 2023 l'application de la voirie. Je rappelle que pour tout ce qui est PLU, PLH, ce genre de compétences, c'est depuis le 1er janvier 2018, alors que la métropole a été créée officiellement en avril 2016, mais elle n'a commencé à fonctionner qu'en novembre 2016. Donc je disais que cette intégration n'étant pas la même, ça fonctionnait, mais vraiment d'une manière bancale. Ensuite, on peut comprendre que, puisque on avait fusionné, toutes les compétences devenaient toutes compétences métropolitaines. C'est qu'en fait, on a tout tiré et les communes avaient de moins en moins de compétences. C'est pour ça que les maires, moi le premier, on freinait un peu des quatre fers, on ne comprenait pas. Voilà. Et malgré l'embauche de fonctionnaires, malgré le grossissement de la métropole, par le biais de la centralité, malgré ça ne fonctionnait pas bien. Ça fonctionnait peut-être bien, même sur le PLUI. Je vais simplement vous donner un exemple. Le fait d'avoir mutualisé le PLU et d'être passé au PLU-I, PLU intercommunal, heureusement, ce n'était pas au niveau de la métropole dans son ensemble, des 92 communes, c'était au niveau des territoires. Donc on peut penser qu'un territoire comme Martigues, qui a 3 communes, Martigues, Port-de-Bouc et Saint-Mitre-les-Remparts, c'est Martigues un peu plus grand, quoi. C'est facile à faire. Bon. Mais des territoires comme le Pays d'Aix, qui a 36 communes, avec 350 000 habitants, mais enfin c'est très, très élevé en surface, c'est complexe. Et vous verrez, dans le cadre du PLUI qui s'étudie, la métropole dit ouais, c'est les maires qui décident, c'est machin, c'est plus compliqué que ça, parce que nous, on avait un certain PLU, c'est pas le même qu'on va trouver à Gardanne, c'est pas le même qu'on va trouver à Cabriès, c'est pas le même qu'on va trouver à Aix, et on va faire un PLUI, c'est-à-dire qu'on va avoir les 36 communes qui vont être mises dans le même PLU, donc avec une cartographie qui peut encore, évidemment, représenter les communes, ça, il n'y a pas de souci, mais le règlement, c'est le même règlement. Donc quand il est dit que dans notre commune, par exemple, je prendrai la nôtre puisque c'est une que je connais bien, Yann, chez nous, on dit par exemple qu'à partir de 400 mètres carrés de plancher, il faut faire la moitié en logement social pour essayer de rattraper le retard que nous avons et aussi la demande qu'il y a de bouquins, et principalement des jeunes bouquins. Vous n'allez pas le retrouver partout. Donc qu'est-ce qui va se passer au niveau du PLUI? Non, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas à même de vous dire. Quand vous prenez un exemple où nous avons demandé, nous avons délibéré, alors le conseil municipal de l'époque, c'était en 2018, si je ne m'abuse, Yann, où on a demandé l'ouverture à l'urbanisation. On a demandé l'ouverture à l'urbanisation de Montoury et de Sambaki Nord, là, entre l'aire des Huitaines et l'autoroute, et pour faire cette nouvelle, ce nouvel axe, ce nouveau tracé de la D60 de la route de Calas. Nous avons demandé il y a plus de 3 ans. Et si nous l'avons au mois de juin, c'est ça? Donc si nous l'avons fin d'année 2022, c'est-à-dire plus de 4 ans après la demande, il faut s'estimer heureux. Et on n'en aura qu'une sur les 2. On n'aura qu'une zone sur les 2 zones où on a demandé l'ouverture à l'urbanisation. Chose que nous avions faite, nous, dans le cadre de notre compétence PLU, puisqu'on avait ouvert à l'urbanisation le quartier dit du Jardin des Essences, là, du côté du collège. Là, voilà. Donc ça, nous l'avons mené en 7 mois. Là, la métropole, ça fera au minimum 4 ans. Au minimum 4 ans. Vous voyez un peu parce que la procédure, enfin, je
C'est-à-dire, il n'y a pas la gymnastique que nous avons sur la commune. Nous, c'est vrai qu'on a un chef de service d'urbanisme qui jongle avec les PLU, avec les règlements de PLU, la cartographie. Grâce à lui, on l'a sorti en 7 mois. Là, aujourd'hui, en plus de 4 ans, peut-être qu'on l'aura de par la métropole. Et encore, on n'aura qu'une partie, puisque l'autre partie, ça a été refusé par encore un machin qui a été inventé, qui s'appelle l'autorité de l'environnement, et qui a dit, entre la RD8N et l'autoroute, ah non, on ne peut pas ouvrir à l'urbanisation, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, enfin bon, peu importe. Voilà, encore un truc. Entre la RD8N, je dis bien, et l'autoroute, d'accord ? On serait en plein milieu de la forêt, je peux comprendre. Mais là, entre la RD8N et l'autoroute, ah ben non, voilà, il faut faire une enquête, une étude enfin bon, encore un truc. Voilà. Donc plus on complexifie, plus on grossit, voilà un petit peu ce qui se passe. Alors, Monsieur le Président de la République est venu au mois d'août. Il est revenu quelques semaines après et il a dit il faut que ça marche, il faut s'entendre. Donc les remarques qui sont remontées auprès de Madame Gouraud, ministre de la centralisation et peut-être des territoires, enfin je ne sais plus quoi, qui est la ministre compétente de toute manière. Donc nous l'avons rencontré, l'ensemble des maires, les 92 maires, en présence du préfet, et on lui a dit il y a des compétences qui ne peuvent pas être exercées, et nous avons l'intime conviction, depuis maintenant 5 ans où existe la métropole, nous avons l'intime conviction que ces compétences ne peuvent pas être exercées au niveau de 92 communes et au niveau de 1 800 000 habitants. Donc elle a entendu, elle a dit ok, on fait avancer les choses. Alors ça s'est passé de la façon suivante. Nous avons rencontré certains parlementaires. Certains ont dit on veut rencontrer les maires. Je citerai le député de la 14e que nous avons rencontré. On a pu faire passer un certain nombre de messages. Et le gouvernement a déposé un amendement à la fameuse loi 3DS. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Bon, peu importe. Démocratie, quelque part. Enfin, je ne sais plus quoi. Donc, en tant qu'ancien parlementaire, je sais comment ça marche. Donc, je sais très bien que là-dessus, ça va passer. On n'aura pas de conseil constitue qui va nous retoquer, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut voir. Le véhicule législatif est bien choisi, ce qui montre qu'il y a quand même une volonté gouvernementale. Le gouvernement a déposé un amendement qui était l'amendement numéro 3344 et qui créait le 56e article de cette loi. Alors, je vais faire simple parce que voilà l'amendement. L'amendement sous-amendé, vous voyez, il fait donc 1, 2, 3, 4. Il fait un peu plus de 4 pages. Et il est écrit en charabia juridique, parce qu'il est écrit, par exemple, le grand 1 de l'article L 5218-2 est ainsi rédigé. Et on vous le remet, par exemple, vous avez la compétence création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires prévus au petit b du 5e du même grand 1. C'est en français, je vous garantis. Voilà. Après, il faut jongler un peu avec ça, mais bon. Moi, j'ai connu cette vie-là, donc je sais ce qu'il en est. En clair, je vais essayer de vous résumer, parce que c'est quand même important. On dit que la métropole donc, exerce les compétences prévues à l'article 5217-2 du présent code, à l'exception de la compétence promotion du tourisme. Bon, on n'est pas concerné, mais le tourisme revient aux communes. La compétence création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires. Ça nous intéresse, parce que nos cimetières, aujourd'hui, n'ont plus compétence. Et c'est une compétence qui va nous revenir. D'accord ? La compétence service public de défense extérieure contre l'incendie, elle revient aux communes. Parce que là aussi, je ne sais plus combien on a de bornes à incendie. Personne ne me dit, là ? Non ?
Et on nous a retenu 200 € alors que ça ne nous coûtait pas grand-chose. On nous a retenu 200 € en transfert de charges. C'est-à-dire c'est une dépense que nous n'avons plus, et c'est une dépense qui a été estimée par la métropole à 200 € par borne. Alors comme personne ne me donne le nombre de bornes, je ne l'ai plus en tête, enfin peu importe, c'est une somme qui nous est retenue sur notre dotation de compensation. La dotation de compensation étant, je vous rappelle, ce que nous touchions en recette qui a été transférée à la communauté à l'époque, c'est-à-dire la taxe professionnelle, puisque cette taxe professionnelle a été transférée à la communauté, donc la recette de l'année N-1, elle nous revient, mais elle reste à l'année N-1. Or, on est aujourd'hui presque 28 ans après comment dirais-je, le transfert à la communauté, on garde toujours cette même somme. Et en même temps, les dépenses que nous avions cette même année sont retirées de ces recettes. Ces dépenses qui ont été contrôlées par le trésorier, etc., etc. Et donc, c'était les dépenses que nous avions en 1993, puisque je parle du 1er janvier 1994. Vous comprenez comment s'est fait la dotation de compensation? Donc aujourd'hui, on a encore moins, puisqu'on nous a retenu 200 € par borne à incendie. Puisqu'il n'y avait que les bornes à incendie et que les pistes des FCI étaient déjà de compétence. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même intéressant parce qu'on va récupérer un petit peu d'argent. Toujours comme exception de compétence à la métropole, vous avez la création, l'aménagement, l'entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains. Nous ne sommes pas concernés. Le petit G, c'est les compétences énoncées au cas, c'est les plages, on n'est pas concerné. Le deuxièmement, c'est pour l'exercice des compétences prévues, la métropole est compétente pour... Alors, ça, c'est en fait tout l'intérêt métropolitain. Tout ce qui est déclaré d'intérêt métropolitain, comme par exemple la voirie, avec sa signalisation, qui peuvent déclarer d'intérêt métropolitain. C'est-à-dire, sur la commune de Boubelaire, on a une autoroute qui passe, qui est de compétence État, mais qui, à mon avis, un jour ou l'autre, passera, et peut-être très vite, compétence métropolitaine. Ce n'est pas nous, la commune, qui pouvons exercer cette compétence sur l'autoroute. Ce n'est pas nous, la commune, qui pouvons exercer la compétence sur l'ensemble de la RD 8e, bien qu'on l'ait fait. Donc voilà, l'idée est un peu là. Demain, la RD 8e peut être déclarée d'intérêt métropolitain, auquel cas, c'est la métropole qui aura cette dépense-là à mettre. Voilà ce que ça veut dire. Il en est de même quand il y a la circulation d'un service de transport collectif en site propre. Dans ce cas-là, c'est vraiment l'intérêt métropolitain tout de suite. C'est la loi qui le dit. Les parcs et aires de stationnement, la création, l'aménagement, l'entretien d'espaces publics. La métropole est également compétente pour le soutien aux activités commerciales et artisanales. Tout ça, c'est d'intérêt métropolitain. Le quatrièmement de cet amendement dit « La métropole d'Aix-Marseille-Provence définit un schéma d'ensemble pour les activités commerciales, pour le soutien, un schéma d'ensemble pour la voirie, un schéma d'organisation du tourisme, un schéma d'ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbain, un schéma d'ensemble relatif à l'implantation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides. » À un moment donné, dans la discussion parlementaire, on devait récupérer les bornes de recharge de véhicules électriques. Bon, finalement, ça a été enlevé, mais par contre, ils ont laissé ça, ce qui, à mon avis, n'est pas cohérent, parce qu'ils auraient dû l'enlever dans la mesure que c'est eux qui avaient la compétence. Bon, peu importe. Ça, c'est quand il y a des discussions dans le cadre de l'hémicycle, des fois, ce genre de choses n'apparaît pas. On l'oublie. Par contre, évidemment, ils disent que l'exercice des compétences au petit a, c'était en fait ce qu'ont les communes au petit a, petit e et petit f, du premièrement au petit a, du deuxièmement et du troisièmement, et au troisièmement doit être compatible avec les schémas. L'article 56 donc, de cette loi va dire qu'il
évidemment, nous devons, on récupère les compétences, mais on doit faire dans la cohérence par rapport au schéma d'ensemble, ce qui me semble être quand même quelque chose d'assez cohérent. Ensuite, on a le 5e de cet article qui dit que la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer par convention tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines. Et vous allez voir que dans ce qui va suivre, dans les 4, on en a une qui est concernée. En fait, moi je veux bien, mais ce qui me gêne là-dedans, c'est que quid du financement? Aujourd'hui, la taxe d'aménagement, c'est-à-dire ce qui est payé à l'occasion de chaque permis de construire, vous avez des permis de construire, vous avez une taxe d'aménagement, eh bien cette taxe d'aménagement nous revient à 40%. À nous, 60% c'est la métropole. Par contre, nous, on a les compétences. Elle sert à fabriquer des routes, elle sert à monter des écoles, elle sert à faire des gymnases, tout ce dont les nouveaux habitants vont avoir besoin. Et aujourd'hui, on ne récupère pas l'intégralité. Et ce n'est pas prévu qu'on récupère l'intégralité. C'est un peu dramatique. Ça, c'est une définition. La convention conclue entre les parties, approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Ça me paraît logique. Ensuite, après, on a quelque chose qui est fait pour Marseille, puisque la métropole peut également déléguer à ses communes membres, par convention, selon les modalités prévues au présent 5, la gestion de tout ou partie des équipements et services. Alors, on a l'entretien de la voirie reconnue d'intérêt métropolitain. Moi, si une voirie reconnue d'intérêt métropolitain, je ne pense pas qu'on ait les moyens même humains, financiers, enfin tout, quoi, je dirais, de s'en préoccuper. Il en est de même des entretiens des espaces publics d'intérêt métropolitain, dédiés à tout mode de déplacement urbain, ainsi que leurs ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain. Là, on est encore une fois, quelque chose qui est fait pour Marseille. Ensuite, on a un grand 4 qui dit le premier alinéa de l'article 5217-3 du présent code n'est pas applicable à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Ça, c'est quelque chose qui a été rajouté, ce qui veut dire qu'on récupère la défense extérieure contre l'incendie, comme je vous le disais tout à l'heure. Il est dit aussi que la métropole délibère pour arrêter l'organisation territorialisée de ses services au plus tard le 1er juillet 2022. Pourquoi ? Parce qu'au 1er juillet 2022, les conseils de territoire n'existeront plus. Par contre, on pourra créer des conférences. Alors c'est le 5e qui dit les conférences territoriales des maires telles que définies peuvent être réunies. En fait, c'est pas. Aujourd'hui, il y a une conférence de maires métropolitaine, il y a une conférence des maires au niveau de chaque territoire, chaque conseil de territoire. Si les conseils de territoire n'existent plus, il ne pourra plus y avoir de conférence des maires, hormis les 92 maires ensemble. Vous comprenez bien que des fois, on a géré des problèmes qui sont pas d'intérêt métropolitain, mais aujourd'hui, mais qui sont, dans ce cas-là, c'est le conseil de territoire, ne serait-ce que le PLUI, où on règle ça dans les conférences des maires, donc des 36 maires pour le pays d'Aix. Demain, on ne peut pas gérer ça dans le cadre de conférences des maires de 92, quoi. On est 92 maires, imaginez. Donc, on a rajouté le fait qu'on peut faire, malgré le fait qu'on supprime les conseils de territoire, on pourra faire des conférences des maires au niveau géographique, c'est-à-dire en fait au niveau territorial. Donc, conseil de territoire, je vous l'ai dit. Bon, ça, c'est pour les élus, les présidents de conseil de territoire qui sont en même temps de fait vice-présidents de la métropole, resteront vice-présidents de la métropole. Ils ne seront plus présidents du conseil de territoire, puisqu'il n'y a plus de conseil de territoire, mais ils resteront vice-présidents de la métropole jusqu'au prochain renouvellement général.
Après, là, c'est concernant les DGS de territoire. Bon, OK. Alors là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant parce que on va toucher la Chambre régionale des comptes qui, avant le 1er septembre 2022, doit rendre un avis sur les relations financières entre la métropole et ses communes membres, notamment sur le niveau des attributions de compensation. Je rappelle que, vous l'avez peut-être lu dans la presse, mais la ministre, Jacqueline Gouraud, nous a dit qu'il faut revenir sur les attributions de compensation. Je vous ai rappelé tout à l'heure ce qu'étaient les attributions de compensation. Je vous ai rappelé aussi que nous, ça date du 1er janvier 1994. Or, depuis, il y a de nouvelles entreprises qui se sont installées, donc il y a des nouvelles recettes qui sont arrivées, et en plus, le taux de taxe professionnelle a varié, donc la métropole, la communauté du Pays d'Aix, faisait plus de recettes que nous n'en faisions. A contrario, c'est vrai, vous allez me dire que les dépenses ont suivi le même effet, puisque les ordures ménagères, pour ne pas les citer, les ordures ménagères coûtent de plus en plus cher, puisqu'il y a le tri élimination des déchets, alors qu'en 1994, ça n'existait pas. Ça existait à partir de... On l'a mis en place, je l'ai mis en place en 1999 ici sur la commune de Bel-Air, qui a été la première commune, vous vous en doutez, à bénéficier de ça, sur le tri élimination des déchets. Je l'ai mis en place en 1999, c'est-à-dire que c'était une dépense nouvelle, pour laquelle, évidemment, nous n'avions plus, nous, la commune, à participer, puisque ce n'était plus notre compétence. Donc voilà. Donc, ce qui veut dire que ça a évolué quand même depuis plus de 25 ans. On a fait remarquer que j'ai fait remarquer à la ministre que si on revenait sur l'attribution de compensation, pour moi, c'était du vol. Parce que les choses avaient évolué et qu'on revoyait dans ce cas-là au niveau des recettes et les dépenses, mais on n'allait pas me diminuer. Ceux qui ont fait ça au moment de la métropole, à la limite, il y a 5 ans, c'est une chose. Mais 25 ans, les choses ont évolué. Pour moi, c'est peu. Aujourd'hui, on devrait avoir plus si on n'était pas entré en métropole. Donc, alors, c'est vrai qu'on aurait plus de dépenses, je vous l'accorde, et qu'on serait obligé peut-être de faire encore une fois une mutualisation. Pour la collecte des ordures, on avait mutualisé avec Simiane, tout se passait bien. Hein, je veux dire, bon, voilà. Après, on a mutualisé au niveau de la communauté du Pays d'Aix, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, mais à un moment donné, vous savez, je vous citerai un exemple. Je dénonce personne, hein, mais nous sommes concernés. Nous faisons partie des 26 communes qui ont une DSP pour l'eau et l'assainissement. Voyant arriver la métropole à grands pas, et de ce fait la compétence qu'elle a été transférée, nous avons, au 1er janvier 2016, si je me souviens... Non, 2000... Qui s'en souvient là? Nous avons refait une nouvelle DSP. Personne ne me dit, bon, je ne sais pas quand, là, il n'y a pas longtemps, hein, c'était sous le mandat précédent. Bon, je vous assure que le prix de l'eau a fortement baissé sur la commune de Bel-Air. Bon, je savais que la métropole arrivant, ça serait un rouleau compresseur et qu'il fallait se méfier. Eh bien voilà, la métropole a décidé l'autre jour, malgré mon avis, pour les 26 communes, d'augmenter de 5 centimes la taxe, la surtaxe communale, dite communale, mais ce n'est plus la commune, c'est maintenant la métropole, la surtaxe métropolitaine, par rapport à ce qu'on avait. Ce qui veut dire que le prix de l'eau va prendre 5 centimes hors taxe, c'est-à-dire 6 centimes TTC par mètre cube. Vous me direz, c'est pas grand-chose, parce que 6 centimes sur si on prend une facture moyenne, c'est 120 mètres cubes. Donc 6 centimes par 120 mètres cubes, on est à 7,20 €. Si je sais compter, non ? 7,20 €, bon, pour une année, c'est pas énorme non plus, mais c'est le principe. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus décider. Et qu'en fait, on va arriver, vraisemblablement, dans 3-4 ans, à un nivellement du prix de l'eau, et qu'on va voir sans doute, comme nous, on est parmi les plus bas, on va sans doute voir notre prix de l'eau monter. Parce que nous, on estime que, enfin, par rapport à... Il y en a qui sont 2 fois plus chers. Donc, à un moment donné, si on harmonise le prix de l'eau,
On va l'harmoniser donc entre les deux. Donc il y en a qui vont baisser et il y en a qui vont monter. Vous comprenez aussi pourquoi, mes chers collègues, j'ai voulu absolument qu'avant de passer en métropole, on puisse faire des investissements sur nos équipements. Parce qu'on avait des sous, évidemment l'équipe précédente, là je reviens même avant le mandat d'avant, hein, c'était avant 2014, l'équipe précédente avait thésaurisé sur ce truc, et il fallait changer notre usine de potabilisation, nous l'avons fait, nous l'avons refaite, on a refait des réseaux, puisqu'on a mis plus de 2 millions d'euros dans les réseaux, on a mis plus de 2 millions d'euros aussi dans les réseaux d'assainissement, etc. etc. Voilà, donc c'est clair qu'on va vers des lendemains qui vont être pesants. Et on a essayé de récupérer l'eau et l'assainissement. Ça reste, pour l'instant, métropolitain. Donc ces compensations dont je parlais tout à l'heure, l'amendement du gouvernement, qui a été sous-amendé d'ailleurs, prévoyait même que c'est le président de la Chambre régionale des comptes qui allait présider la commission locale d'évaluation des charges transférées, la fameuse CLECT. Oh, petit crazy là-haut. Non mais on n'a jamais vu ça, quoi. C'est-à-dire, on a les magistrats qui viennent présider nos assemblées, quoi. Attendez, où on va là? Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement là? Ce qu'ils nous mettent là? Et là, ils ont compris qu'ils faisaient quand même une belle erreur et ils ont fait marche arrière et ils sont revenus. Et c'est, par contre, le président de la Chambre régionale des comptes doit être saisi pour qu'il nous donne son avis. Tu peux reprendre, Bernard. Donc je reviens sur cette CLECT où elle devait être présidée par le président de la Chambre régionale des comptes, ce qui a été enlevé. Mais par contre, le gouvernement a tenu quand même à ce que la Chambre régionale des comptes soit au milieu. Et donc, ils nous mettent le contrôle de la Chambre régionale des comptes sur... Alors que le préfet a entériné. Parce que je rappelle que toute décision, toute délibération prise par nos assemblées passe par le contrôle de légalité. Le contrôle de légalité, c'est les services préfectoraux. Donc, à l'époque, ces délibérations-là qui avaient été prises avaient été entérinées par le contrôle de légalité. D'accord ? Voilà, alors comme après il y a des soucis avec les équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs, ils veulent que le Conseil métropolitain se prononce sous 1 an sur l'intérêt métropolitain attaché à chaque équipement, ce qui me paraît à peu près normal. Voilà, et ensuite, alors ça c'est important. C'est fini par un 8 bis. C'est fini par un 8 bis qui dit « Le gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un bilan de l'application de l'article 56, le fameux article dont je viens de parler, de la présente loi. Ce bilan doit comporter des propositions permettant d'améliorer le fonctionnement de la métropole, notamment en ce qui concerne son organisation, sa gouvernance, son périmètre et son mode électif. » C'est toujours sous-entendu pour eux l'histoire de, au niveau de la métropole, la désignation par un suffrage direct. Alors que là, c'est à la limite un suffrage indirect, puisque je rappelle que nos électeurs, en même temps que les municipales, choisissent les conseillers métropolitains, mais qui découlent de la liste, évidemment, municipale. Pourquoi je suis contre le suffrage direct? Tout simplement parce que les communes ne seront plus représentées. Sauf s'il y a un maire avec un certain poids qui pourra peser dans le cadre d'un parti, la liste d'un parti, mais autrement les communes ne seront plus représentées. Aujourd'hui, le maire de Saint-Antonin-sur-Bayon, 180 habitants, siège à la métropole. Demain, vous pouvez être sûr qu'il n'y sera plus. Le maire de Saint-Estève-Janson non plus. Le maire peut-être que le maire de Simiane, par exemple, n'y sera plus. Peut-être que le maire de Boubéliard n'y sera plus, alors qu'on représente 15 000 habitants. C'est ça qui est dramatique. Ce qui veut dire que vous avez, c'est comme ça que ça fonctionne dans d'autres
communautés urbaines ou d'autres métropoles, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui nous convient. Alors, et donc, par contre, ce qui me navre, c'est la dernière phrase du grand 8 bis qui dit ce bilan peut faire l'objet d'un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées et d'un dépôt d'un projet de loi relatif à l'amélioration du fonctionnement de la métropole. Peut. Et c'est là qu'on aurait dû dire doit faire l'objet d'un débat pour revenir peut-être si ça marche pas. Parce que si jamais on avait fait ça la première fois, peut-être 5 ans après, alors que là, 5 ans après, on est plus de 5 ans après la mise en route de la métropole. Et on vient enfin d'avoir une ouverture qui nous permet peut-être de revoir ça. Si jamais on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas ou que finalement le territoire marseillais, Marseille-Provence Métropole, qui lui manifestement veut fonctionner comme il fonctionnait, démontre qu'on peut encore fonctionner comme ça, pourquoi pas? Mais oui, ce qui me gêne, c'est ce bilan peu. Et comme je connais un peu les milieux parlementaires, je peux vous dire que si on met peu, ça veut dire qu'on ne fera pas. On ne fera pas, pourquoi? Je l'ai toujours dit. Parce que vous avez 577 députés. Il y en a 16 des Bouches-du-Rhône. Les 16 des Bouches-du-Rhône, il y en a 14 qui sont concernés par la métropole. Rennes, dans la 15e, n'est pas concernée. Dans la 16e, c'est Mme Brassard. Elle n'est pas concernée. Donc vous avez 2 députés qui ne sont pas concernés. Vous en avez 14 qui sont concernés par la métropole ex-Marseille-Provence. J'ai connu, quand j'y étais, où on parlait de métropole déjà pour ici. Et où on s'est, mais alors au niveau, avec Marie Joissin à l'époque, on s'est heurté à ça et on a réussi à faire en sorte que, dans notre majorité, on n'aille pas là-dedans. Le ministre de l'Intérieur à l'époque, j'avais réussi à le convaincre. Bon, aujourd'hui, dès que M. Hollande est arrivé, c'est reparti. Et puis alors là, je peux vous dire que le rouleau compresseur de l'administration s'est mis en route et on reprend tout en main parce que les élus, ils sont aux abonnés absents dans ce cas-là. Notre pouvoir à nous élus, au niveau des grosses machines comme ça, il est compliqué. Il est moins compliqué pour le département parce que le département, nous sommes désignés par canton. Enfin, pardon, élus, pas désignés. Élus par canton. Ce qui veut dire qu'on représente un territoire. Mais quand vous aurez des listes totales, vous ne représentez plus personne. Regardez la région. Hein. Bon, alors la région, les compétences sont quand même beaucoup plus grosses et c'est au niveau régional. Les compétences de transport, machin, des universités, moi, j'en veux pas au niveau communal. Hein. Mais vous comprenez le truc. C'est qu'en fait, on a quelque chose qui est extrêmement difficile. Donc ce bilan peut faire l'objet, me dérange beaucoup. Parce que je sais qu'on n'y reviendra pas. Parce que ce n'est pas 14 députés contre 577. Encore faut-il que les députés, ils acceptent de porter le truc. Bon, aujourd'hui, les 14 sont unis et même le 15 et le 16, le 15e et 16e aussi. Voilà. Tous les députés bucco-rhodaniens et le groupe politique LREM au Parlement, enfin à l'Assemblée nationale, l'a porté aussi. C'est comme ça, autrement on ne peut pas y aller. On ne peut pas y arriver. J'ai essayé de bouger les choses là-dessus. Vous ne pouvez pas aller. C'est pour ça que je disais à mes collègues, arrêtez de faire les cons. Excusez-moi pour l'expression, mais arrêtez parce qu'on a l'occasion, on a mis le pied dans la porte, on a l'occasion d'avoir un gouvernement qui va nous suivre, ce qui n'était pas le cas entre 2012 et 2017, donc qui va nous suivre. Donc allons-y. Allons-y, essayons de trouver des corrections de manière à ce que cette métropole marche. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire là-dessus, avant de donner la parole à Sophie, qui, elle, va nous parler des conventions de gestion. Mais je pensais qu'il était important de vous donner cet état des lieux aujourd'hui, parce qu'on en parle dans la presse, mais que vous le sachiez. Si vous souhaitez intervenir, d'ailleurs, hein, la parole vous est donnée, hein, de toute manière. Bon, alors on va écouter Sophie. Allez.
Merci, monsieur le maire. Alors, juste avant, on a une petite délibération sur l'ouverture des crédits d'investissement pour l'année prochaine. Donc, il vous est proposé ce soir d'ouvrir les crédits en section d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent et de les inscrire au budget primitif 2022, à savoir, sur le chapitre 20, immobilisation incorporelle, 140 223 €. Chapitre 204, subvention d'équipement versée, 85 000 €. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 610 242 €. Chapitre 23, immobilisation en cours, 548 287 €. Merci Sophie, c'est passé en commission. Tout à fait. Pas de déclaration là-dessus, très bien. Allez, je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité, merci. Sophie, tu continues. Oui. Donc, on vous propose ce soir d'approuver les avenants numéro 4 aux conventions de gestion de la commune de Bouc-Bélair portant sur les domaines suivants pour une durée d'une année à compter de l'année 2022. Alors, la première, compétence défense extérieure contre l'incendie, c'est la convention numéro 17 1043. La seconde, compétence eau pluviale, convention numéro 17 1045. Et la troisième, compétence création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, convention numéro 17 1046. Merci Sophie. Question là-dessus? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. C'est assez classique, tous les ans on la prend. Est-ce qu'il y a des voix contre? Ah non, ça c'est... Oui, c'est ça, c'est des conventions de gestion. Voilà, tous les ans on la prend. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Donc unanimité, merci. Je vous dis juste un mot, là, puisqu'on m'a fait passer un SMS. 3DS veut dire différenciation, décentralisation, déconcentration et mesures de simplification de l'action publique locale, en français dans le texte. Allez Sophie. Alors nous allons passer maintenant à un renouvellement de la convention de mise à disposition gratuite de 2 minibus par la société Média Information. Notre ami Pierre Assigny étant un peu bloqué par la petite bête. Donc on ne va pas tarder à le revoir. Bon, tout va bien pour lui. Bon, c'est le renouvellement des 2 minibus que nous avons. Pas de souci, hein, simplement c'est classique. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des voix contre? Pas de voix contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Allez, Roger, tu nous parles de la nouvelle tranche des caveaux, tarif 2021. Oui, merci, monsieur le maire. Le stock des caveaux réalisés en 2017 au cimetière de la Salle venant à terme, une nouvelle tranche de 15 travaux vient d'être réalisée et nécessite une nouvelle tarification pour la mise à la vente. Il est proposé de délibérer sur ces tarifs de la nouvelle tranche des caveaux de 2021, à savoir les 2 places, 4 places, 6 places. Pour le montant des 2 places est de 18 000 €. Pour les 4 places est de 23 040 €. Les 6 places est de 26 640 €, soit un total de 27 680 €. Question à Roger Mossé. Monsieur Kella, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le maire. Je veux bien délibérer sur la question, mais je ne comprends pas de quoi il s'agit. C'est difficile de décider si le prix est bon ou pas bon. On n'a pas les... Tout dans quelle mesure simplement, ça a évolué? Comment est constitué le prix? Je ne sais pas. Il a été réalisé des caveaux au cimetière de la Salle. Donc, nous avons la tarification des nouveaux caveaux. Oui, non, mais vous dites simplement qu'il y a des nouveaux tarifs. Je ne sais pas quels étaient les anciens. Est-ce que c'est une augmentation? Je vais vous rassurer. Je pense que c'est bon d'avoir l'information complète. Je vais vous rassurer de ce côté-là. Comment dirais-je, on a fait des travaux et le budget spécial du cimetière implique que le montant des travaux que nous avons fait doit être réparti entre les 15. Voilà, comme ça. Voilà. Et on aura une prochaine tranche, parce qu'on en a besoin, malheureusement.
On est tous pareils, on finira tous au même endroit, quelle qu'en soit la façon. Donc voilà, donc sachez-le. Donc simplement, c'est une règle de 3 qui a été appliquée et on détermine le prix de ces 15 caveaux-là. C'est sûr que c'est plus cher que ceux qu'il y avait avant, qui ont été réalisés, je ne sais même plus quand. En 2017. Oui, la réalisation, c'est 2017 ou c'était avant? Voilà. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a il n'y en a pas, des abstentions? Non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous allons passer avec une série concernant les ressources humaines avec Marie-Pierre Vitiello qui va nous parler de l'actualisation du RIFSEP, le régime indemnitaire, fonction, suggestion, expertise et engagement professionnel. Merci, Monsieur le maire. Donc, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, communément appelé RIFSEP, a été mis en place dans notre collectivité depuis le 1er janvier 2017. Il a depuis subi plusieurs mises à jour en fonction de l'évolution législative, mais aussi des besoins et des usages de la collectivité. Aujourd'hui, nous vous proposons 2 précisions à ce RIFSEP. L'ajout de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection qui doit désormais apparaître parmi les primes cumulables dans le RIFSEP. Avant, elles étaient séparées. Aujourd'hui, on nous demande de les mettre avec le RIFSEP. Et l'application de la proratisation du complément indemnitaire annuel, le CIA, lors d'un départ de la collectivité d'un agent en cours d'année civile. Ces propositions ont été validées à l'unanimité par le comité technique qui s'est tenu le 1er décembre 2021. Merci Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus, unanimité. Merci Marie-Pierre. Tu continues avec le droit à la formation des élus. Actualisation. Oui. Donc merci Monsieur le maire. Donc la formation des élus est un droit. Donc vous savez qu'il existe 2 dispositifs. Le DIF, qui s'appelle le droit individuel à la formation, qui est géré et financé par la Caisse des dépôts et consignations. Chaque élu a droit à 20 heures par an cumulables s'il ne les utilise pas tout au long de la durée de son mandat. Et ensuite, vous avez le droit à la formation des élus qui est financé par la collectivité. On avait voté une délibération au conseil municipal du 10 juillet 2020 où on avait validé le montant des crédits alloués à ce droit à la formation qui est d'environ 6 500 €, ce qui représente 5% du montant des indemnités des élus. Donc nous vous proposons une actualisation de la délibération qui régit ce droit à la formation qui précise les modalités de prise en compte des demandes de financement, c'est-à-dire il faut que l'organisme formateur soit agréé par le ministère de l'Intérieur. Les formations demandées doivent être en lien avec les délégations et ou l'appartenance aux différentes commissions. Les demandes doivent être adressées au moins 2 mois à l'avance le début de la formation pour pouvoir être traitées dans de bons délais, dans des délais corrects. Et les demandes seront traitées par ordre d'arrivée. Ces demandes doivent être accompagnées de justificatifs indispensables à leur traitement, notamment les devis nominatifs et tous les éléments permettant d'estimer le coût de ces formations. Le montant de la participation par élu est plafonné à 200 € par an. En fait, si vous faites 6 500 divisé par 33, on obtient 196 € à peu près. Par contre, un élu pourra bénéficier de l'enveloppe de ses collègues si ceux-ci ne veulent pas faire de formation et veulent en faire bénéficier leurs colistiers ou leurs collègues. Par contre, toutes les demandes reçues au titre de l'année 2022 seront soumises à ce régime et à ce mode de fonctionnement. Merci Marie-Pierre. Question à... Oui, monsieur Achache, vous avez la parole. Je voulais savoir, vous disiez tout à l'heure, donc merci monsieur le maire, mes chers collègues, je voulais savoir, vous disiez
nous pouvons bénéficier si nos collègues n'utilisent pas donc, ce crédit d'heure, ou en tout cas ce montant de 200 € par an, il pourra l'utiliser à ses propres fins. Comment on peut savoir ce qui a été consommé durant la période? Ma première question. Chaque élu a droit à 200 € de formation. Oui. Donc, chaque élu sait, et le service, le secrétariat des élus et le service RH, c'est les demandes de formation, puisqu'on les signe, on les valide et on les trace. Donc, il y a une traçabilité qui est faite. Prenons un exemple. Je fais une formation dont le coût est de 500 €, ok, au 1er janvier de l'année. Je sais que j'ai le droit, en fait, je sais. Le montant de la participation élue est plafonné à 200 €. Comment je peux savoir que je peux bénéficier de ces 500 €, sachant que je suis capé à 200 €? Ah non, vous ne pouvez pas avoir 500 €, sauf si M. Kaila vous fait don de ces 200 €, il s'engage par écrit, il fait un papier. Exclusivement les personnes de mon groupe? Non. Attendez, bon. Enfin, Monsieur HH, Le cas de monsieur... ne croyez pas au Père Noël. Je sais qu'on arrive en période de Noël, mais quand même, bon, ça va se résoudre entre vous, dans votre groupe, comme dans l'autre groupe ou dans la majorité. Je veux dire, c'est interne. Je suis navré, mais je ne vois pas quelqu'un de l'autre opposition pourra vous donner peut-être ces 200 € auxquels il a droit. Mais alors, en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, sans citer, sans montrer du doigt et tout, mais il faut quand même que ça soit précisé. Il y a un élu qui a demandé une formation qui a coûté 600 €. Bon, ça veut dire qu'en fait, il a pris, c'est un élu d'opposition, ils sont 3, il a pris déjà tout le budget du groupe. Mais on le précise, ce n'était pas dit, donc on l'a accepté, on a accepté cette formation-là, mais aujourd'hui on le précise. Mais on laisse ouverte la porte à ce que vous vous arrangiez entre vous. C'est clair, voilà. Aujourd'hui, les 600 €, sachez qu'il y a 6 000 € qui sont prévus au budget, mais les 6 000 € c'est pour l'ensemble des élus, c'est pas que pour vous, là. On est bien vous avez compris, on voilà. est bien d'accord. Bon. Mais une autre question que je voulais vous poser, est-ce que vous faites un tableau récapitulatif des actions menées de formation? Oui, elles sont tracées, bien sûr. D'accord, donc on peut savoir le type de formation, qui en a bénéficié et quel est le montant de cette formation-là, et le solde du budget. On est bien d'accord? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites à l'issue du 31 décembre de ce budget? Ça s'appelle un excédent de fonctionnement, voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas dépensé, voilà, c'est tout, c'est clair. D'accord, ok, très bien. Alors, je vais vous donner une information, monsieur le maire et madame. L'article 2123-14 précise que si les dépenses n'ont pas été effectuées dans l'année N, elles doivent être reportées sur l'année N+1. Mais ça veut dire ça, un excédent? Non. Un excédent, il est toujours reporté. Non. Ah, il est reporté, l'excédent. On ne cache rien, ne vous inquiétez pas. Monsieur HH, on ne cache rien. Il y a un excédent de fonctionnement, vous le reprenez, on vous en parlera en temps voulu dans le cadre du budget sans problème. Donc, je reviens sur ma question. Donc, si on a un excédent, on ne peut pas être capé à 200 € par an. Si, puisqu'on ne peut pas anticiper le fait que nous allons avoir un excédent en fin d'année. C'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce que vous le savez, au 31, donc, cette année-là, est-ce qu'on peut avoir un tableau récapitulatif des actions de formation des élus financées? Ça doit nous permettre, nous, pour l'année prochaine, de savoir s'il y a cet excédent ou pas. Bon, oui, Monsieur HH, soyons clairs. Le cas dont je parlais, il a déjà tout pris pour l'année 2021, donc vous n'aurez pas d'excédent. Voilà. Ne parlons pas de l'année 2021. Mais oui, non, mais puisque vous me demandez, je vous le précise. Non, mais voilà. Je ne voulais pas le dire, mais je le dis maintenant. Par budget, ok. Le montant qui a été pris, jusqu'à preuve du contraire, il a été pris pour l'année 2021. Oui, mais donc il n'y aura pas d'excédent. Donc, je ne sais pas. C'est pour mais ça non. que je posais la question. Je ne sais pas. Non. Il n'y aura pas d'excédent, puisque si vous voulez, votre groupe a tout dépensé. Exactement. Votre groupe a tout dépensé, donc il n'y aura pas d'excédent. Ce règlement n'existait pas en 2021. Exactement. Pardon ? Mais appuyez, voilà. Voilà, vous Merci. avez la parole. Oui, on vient de dire que cette réglementation était pour l'année 2022. Donc pour l'année 2021, quelle était la réglementation en cours? Alors, très franchement, si la délibération est d'aujourd'hui,
La délibération est d'aujourd'hui, elle va s'appliquer en 2022. C'est dans 15 jours, 2022. Oui, mais vous faites allusion à un cadre 2021, donc c'est pour ça que je ne comprends pas la logique. Quelle était la réglementation en 2021 ? Mais on n'avait pas de réglementation. Vous nous avez obligés, excusez-moi, on nous a obligés à en prendre une. Donc on a prise la réglementation, on vous demande, voilà, la libération vous est proposée, donc elle va être appliquée, c'est tout. Elle est faite pour être appliquée. Oui, donc ça ne s'applique pas pour 2021 et vous ne pouvez pas dire que notre budget a été épuisé pour 2021. Mais vous oubliez une chose, c'est que vous n'êtes pas tout seul quand même. Il y a la majorité, et la majorité a aussi utilisé de l'argent. Oui. Voilà, donc qui vous dit que le budget n'est pas fini? On verra en temps voulu dans le compte administratif, point la ligne. Voilà. Donc je mets au voie cette... Pardon? Oui, mais on verra au compte administratif, c'est tout, hein, voilà. Donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Pas de voix contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc 2 abstentions et une procuration, ça fait 3 abstentions, donc unanimité des votants. Merci. Marie-Pierre, tu continues avec la création de postes permanents. Merci, Monsieur le maire. Donc, afin de mettre en conformité la situation administrative d'un agent de la filière animation avec sa fiche de poste et pour répondre aux besoins d'un service, entre autres le service scolaire, et répondre aussi à la volonté de l'agent, nous vous proposons la création d'un poste d'adjoint administratif territorial catégorisé à temps complet. En fait, l'agent est aujourd'hui issu de la filière animation. On a déjà vu ça. En fait, il s'avère qu'il fait du travail administratif, donc il demande à basculer sur la filière administrative. Ça se fait, donc il faut juste créer le poste pour pouvoir le faire. Merci Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Marie-Pierre? Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus. Unanimité. Merci. Allez, passons à la réglementation du temps de travail. Marie-Pierre. Oui, alors ça, c'est une demande. C'est pour répondre à la demande de la préfecture, cette fois. Nous devons confirmer par délibération la bonne mise en place des 1607 heures annuelles de travail pour tous les agents de la collectivité. Pardon, Marie-Pierre, ce n'est pas la préfecture, c'est d'appliquer la loi. Parce que c'est une loi qui a été votée par le Parlement il y a 2 ans et qui dit qu'au 1er janvier 2022, il faut 1607 heures pour les agents de la fonction publique. Oui, mais je disais juste que c'est la délibération que nous impose, qui est imposée par la préfecture, parce que nous l'appliquons déjà, la loi. Donc, ce n'est pas la loi sur les 1607 heures, c'est la loi pour laquelle il faut une délibération pour bien prouver qu'on a mis en place les 1607 heures. Donc, nous avons déjà mis en place ce temps de travail qui est annualisé pour tous les agents de la collectivité. C'est d'ailleurs inscrit dans le règlement intérieur de la collectivité. Donc, ce soir, nous vous demandons d'approuver cette délibération. Et il est à noter que le comité technique a émis un avis favorable à l'unanimité le 1er décembre à cette délibération. Marie-Pierre a été suffisamment claire, pas de questions, donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Merci Marie-Pierre. Eh bien écoutez, nous avons fini. Nous avons les questions diverses. Alors, j'ai reçu une question diverse qui est ici. Je pense qu'elle vient de vous, Monsieur Kaila, de votre groupe. Non, mais vous êtes un jeune élu. Je comprends que vous ayez... Bon, pour vous dire... Une question qui fait une demi-page, c'est plus une question. Une question, elle va faire 3, 4 lignes, 5 lignes, voilà. Donc là, vous avez, c'est une déclaration politique, pourquoi pas, faites-en, demandez, vous pouvez en faire. Par contre, là, moi, je vous le dis, je ne répondrai pas à des questions qui font une demi-page. Voilà, c'est ça. Pardon ? Je peux avoir la parole. Voilà, merci. Écoutez, je ne sais pas s'il y a une norme écrite dans la réglementation pour la longueur des questions. Je pense que vous-même, vous prenez un temps de parole assez long sur des questions qui ne sont pas à l'ordre du jour. Je pense que si vous trouvez la question trop longue, c'est une question orale. Donc je peux la poser moi-même.
permettez, monsieur Kérila, permettez au maire, si vous voulez, qui préside la séance, c'est lui qui a l'ordre du jour, de dire ce qu'il veut quand il veut. On est d'accord? On est d'accord. Merci. Bon, voilà. Donc, je vous dis, alors dans ce cas-là, ça va être, au règlement intérieur, il est dit que vous avez droit à 3 questions. Donc, là, de toute manière, il n'y a pas de quoi faire 3 questions, je vous l'accorde, c'est un sujet. Mais évitez ce genre de choses. Je ne répondrai plus. Je vais le faire maintenant, mais je ne répondrai plus. Hein? Écoutez, excusez-moi. OK? Mais je vous dis oui. Je vous dis oui. Je vous dis oui. Mais ne me faites pas des questions d'une demi-page. C'est plus une question. Voilà. Alors, là-dessus, en fait, je vais essayer de la résumer parce que je ne vais pas lire votre question, autrement tout le monde va s'ennuyer là. En fait, on parle, vous dites que vous dites qu'à l'occasion des échanges citoyens, nous avons appris que les comités consultatifs de quartier avaient été constitués. J'ai jamais dit ça. J'ai dit simplement, on fait encore un appel aux citoyens, tout comme on a fait dans la revue, pour pouvoir les constituer. Donc la dernière revue a été mise dans les boîtes aux lettres, il y a quoi? Mise dans les boîtes aux lettres, pardon. Il y a 15 jours? Ouais, 15 jours, 15 jours, juste avant les échanges citoyens. Bon, voilà. Donc je l'ai rappelé aux échanges citoyens qu'on demande des volontaires pour venir, hein, on ne va pas obliger les gens, pour venir dans le cadre de ces CCQ, et dans la revue on l'a marqué. Donc, laissez quand même le temps à ces gens de répondre et de s'inscrire auprès de nous. Donc, maintenant qu'ils se sont inscrits, je vous dis simplement qu'ils sont complets depuis une dizaine de jours, que je vais signer les courriers disant aux personnes qu'ils sont. On a bien répondu favorablement, mais il y a des gens qui nous ont écrit à la suite des élections municipales. Donc, on leur a toujours pas répondu puisque ce n'était pas encore en place. Donc je vais leur répondre en leur disant qu'ils sont dans tel ou tel machin, CCQ. Voilà. Et puis évidemment, ils seront publiés sur le site quand les gens auront reçu leur confirmation. Pour être clair, mais des fois je me demande si vraiment vous comprenez bien ou vous faites semblant de ne pas comprendre. Pour être clair, je vais annoncer aux gens avant qu'ils le voient dans le site. Vous comprenez? Ce qui me paraît être la moindre des corrections. Voilà. Donc, on va leur écrire pour leur dire. Voilà. Voilà. OK? Mesdames et messieurs, vous notez, s'il vous plaît, que le planning prévisionnel des conseils municipaux, qui auront lieu donc à 18h30 dans cette salle, c'est le 24 janvier, 21 février, 21 mars, 25 avril, 23 mai et 20 juin. Pour l'instant, je vous donne que les 6 premiers de l'année. À partir de septembre, octobre, novembre, décembre, viendront après. Vous pouvez d'ores et déjà mettre sur vos tablettes ces dates-là. 24 janvier, 21 février, 21 mars, 25 avril, 23 mai et 20 juin. Voilà. L'ordre du jour étant épuisé, on n'aura pas l'occasion de se revoir d'ici l'année prochaine. Je vous souhaite, malgré la pandémie, malgré les contraintes, malgré les festivités qui sont plus ou moins arrêtées, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et un bon boudin. Et à l'an Kevin.